pour ce webinaire de la Chambre régionale d'économie sociale. Et nous sommes sur la commission régionale égalité femmes-hommes. Ce webinaire va vous parler et échanger avec vous sur mixité et gouvernance. C'est possible. Donc, je vais laisser débuter immédiatement et après Colette Bellet nous rejoindra ensuite. Marie-Pierre Dantin, qui est vice-présidente en charge de l'éducation et de la citoyenneté au CROSS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bien, merci Monique, bonjour à toutes, bonjour à tous. La présence du comité régional olympique et sportif de la région Sud au sein de la commission égalité hommes-femmes que tu présides, Monique, était une évidence. Elle était une évidence car la mixité est un enjeu majeur du programme territorial que notre équipe mène sous la présidence du président Hervé Liberman. En effet, lorsque les hommes et les femmes s'emparent de la mixité, c'est un formidable accélérateur. Et le mouvement sportif est un élément moteur de celle-ci, car il irrigue tout un tas d'associations, la société. Et c'est un modèle nécessaire à l'épanouissement individuel du mieux vivre, du mieux-être en société, du mieux-être ensemble en société. Et donc, c'est au travers de nos intervenants que je remercie chaleureusement. Je sais tous vos emplois du temps extrêmement surchargés. Merci pour votre écoute, pour votre disponibilité. C'est au travers de ces intervenants que vous allez avoir la preuve en acte des actions menées pour la mixité, pour la gouvernance, qui, je l'espère, seront nourrissantes et inspirantes. Et sans tarder, je passe donc la parole à notre pétillante Catherine Mazella, très engagée dans ce webinaire et que je remercie. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce beau webinaire. Rapidement, comment va se dérouler ce webinaire? Donc, nous allons partager les témoignages des trois intervenants. Véronique Lenné, donc vice-présidente de la Ligue Méditerranée de foot. Jean-David Bonnet, donc, qui est le directeur du comité régional olympique et sportif Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Caroline Poggi-Maudet, qui est la directrice générale de la Fondation de Nice. Ensuite, on va vous diffuser une petite vidéo qui s'appelle Oser, que nous avons produit dans le cadre de nos travaux sur la féminisation au CROSS. Et on reviendra un petit peu plus auprès de nos deux intervenants, Jean-David et Caroline, pour approfondir un peu les thématiques. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous en avez. Voilà, Véronique, c'est à toi. Je te laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et tous. Enchantée de vous voir, même virtuellement. Alors, je vais commencer par vous parler en fait au niveau du plan d'accompagnement qui a été mis en place par la Fédération française de football depuis 2011 pour vous faire un peu le contexte. Alors, ce qui a été mis en place en 2011, ça a été initié pour valoriser en fait la place des femmes dans le football et structurer la pratique féminine. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la Fédé, à chaque fois qu'il y a des événements internationaux, donc que ce soit Coupe du Monde ou l'Euro européen, il y a des plans qui sont faits par la Fédération française de football. Et en 2020, il y a eu celui très axé en fait par rapport au développement et à la structuration de la discipline, notamment pour les publics féminins. Donc, vous voyez tout ce qui a été repris sur la slide par rapport à tout ce qui peut être pratique. Mais le sujet qui nous concerne plus aujourd'hui, c'est par rapport à la mixité dans les postes à responsabilité et encourager les femmes à occuper des fonctions de dirigeantes, donc sur le terrain et en dehors. Le premier dispositif qui a été mis en place, ça a été, parce que je pense que c'est important de vous faire un petit peu l'évolution aussi, c'était un dispositif à destination des districts qui était Mesdames franchissez la barrière, qui en fait était un appel à projet pour les instances mentales pour voir un peu l'évolution que pouvaient avoir les femmes aux postes dirigeantes et pour aller en chercher des nouvelles. Donc, fort de ce dispositif qui a permis vraiment d'augmenter la proportion de femmes dans le football, parce qu'il faut savoir qu'on est maintenant à 10% de femmes dans les fonctions d'encadrement, alors qu'on n'était qu'à 3% il y a de ça 10 ans. Ça a permis vraiment de booster et de montrer que oui, il n'y avait pas de barrière et que les femmes pouvaient également tenir des responsabilités dans le football. Deuxième étape, ça a été donc au niveau de 2017-2018, sous le précédent mandat, la mise en place du Club des 100.
Donc, on s'est un peu inspiré, on va dire, enfin, ça a été mis en place déjà par rapport à la contextualisation de la loi sport, mais on a également trouvé intéressant d'accompagner ces femmes qui avaient déjà des fonctions dans les clubs, dans les ligues ou dans les districts, et de leur permettre d'avoir un parcours de formation pour les amener justement à prendre plus de responsabilités et à tenir ces fonctions en étant à l'aise et en montrant que oui, une femme pouvait tout à fait tenir les mêmes fonctions qu'un homme dans le football. Alors, ce qui a été mis en place, on a 100 femmes qui ont été formées, donc formées par rapport au parcours de formation donc des dirigeants qui existent, qui sont des formations totalement mixtes. Mais il y a eu des modules particuliers sur le développement personnel qui a permis justement d'avoir une approche et de peut-être se libérer davantage et de les mettre plus à l'aise par rapport à la prise de responsabilité. On a réuni également au mois de mai ces femmes du Club des 100 avec les anciennes internationales justement parce que ça va être nos ambassadrices au niveau des territoires. Parce qu'une fois qu'elles ont été formées, maintenant il va falloir aller chercher d'autres femmes pour prendre des responsabilités et arriver justement à la parité dans les instances fédérales en 2024 et en 2028 dans les instances régionales. Voilà pour moi, j'espère que j'ai été claire par rapport à l'évolution et ce qui peut être fait dans le football. Moi, j'aurais une question à te poser, Véronique. Je suis très intéressée par le contenu de ce programme. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les modules qui ont été dispensés auprès de ces femmes? Quels étaient leurs contenus? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, alors il y a 5 modules qui sont mis en place dans le cadre du parcours fédéral de formation des dirigeants, qui en fait alors ça, c'est à toute destination, à tout public, c'est par rapport à la gestion d'un club, la gestion de projet, conduite de réunion, développer également l'aisance à l'oral, gestion financière. Une nouvelle qui a été intégrée pour appréhender la démarche RSO des organisations, donc que ça soit club ou instance. Et après, il y avait des modules plus spécifiques par rapport à ces femmes du Club des 100 avec des modules de développement personnel, donc pour optimiser davantage la prise de parole en public, la confiance en soi, techniques de communication et des mises en situation. Donc, c'était accompagnement collectif, mais également individuel, pour justement appréhender la prise de parole avec des mises en situation, des jeux de rôle et communiquer efficacement. Donc, chacun doit trouver sa voie de communication propre et également donc aborder, savoir comment dirais-je, savoir se mettre également en fonction de son interlocuteur, adapter les moyens de communication. Et on a vu également de la communication orale et non verbale parce que la gestuelle est également très importante. Et à l'heure actuelle, on a sur les 100 femmes environ 90% qui ont la totalité des modules de formation. J'aurais une question à poser. Donc, je suis Marie-Angèle Bollinge et je suis trésorière à la Fédération française des arts énergétiques et martiaux chinois. Alors, nous avons 60% de femmes pratiquantes et au niveau des instances dirigeantes, il y en a moins hein, comme partout, mais enfin, relativement correct. La question que je me pose, c'est comment avez-vous adapté les statuts pour être sûr qu'au moment des élections, la parité soit respectée? Est-ce qu'il y a eu un travail là-dessus? Alors pour l'instant, la loi sport est sortie en début d'année. Donc pour le moment, les statuts n'ont pas été adaptés parce que de toute façon, on va y être obligé. Donc là, la fédération va adapter les statuts pour l'Assemblée fédérale qui aura certainement lieu en 2023 pour la mise en place donc de la parité sur le COMEX, donc comité exécutif de la Fédération française de football pour 2024. Et après viendra la mise en place, enfin la mise en conformité des statuts des ligues régionales. Mais pour le moment, rien n'a été modifié par rapport aux statuts. Oui, je précise ma question puisqu'en 2014, donc la loi de 2014 sur l'égalité réelle posait le principe de 40% des femmes dans les instances dirigeantes. Est-ce que par rapport à ça, il y a eu une adaptation des statuts? Il n'y a pas eu d'adaptation des statuts par rapport à ça. Donc les districts ont, il y a également des statuts types qui existent par rapport à la Fédé. Il faut au moins avoir une licenciée féminine, donc par rapport à la pratique. Mais après, il y a eu des évolutions qui ont été faites au niveau des ligues et des districts. On a certains districts qui n'ont aucune femme au niveau de leur comité directeur et on en a qui sont à 40 à 50%. Et au niveau des ligues, on a eu également une très très belle progression. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment une volonté également par rapport
on va dire, aux personnes en place par rapport aux présidents de ces instances de féminiser davantage leur comité directeur? Alors, il y a 2 mains levées, je vois. Christine et puis Marie-Angèle. Ça y est, moi j'ai posé ma question, merci. D'accord, donc Christine. Vous ne devez pas avoir votre micro ouvert. Effectivement. Donc, je disais que je faisais partie du bureau du comité directeur, du comité départemental de tennis du Var. Et en même temps, je suis aussi secrétaire générale du CEDOS 83. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu des critères pour choisir, pour postuler là, pour les 100 femmes dirigeantes? Est-ce qu'il y avait des critères, j'en sais rien, d'âge, de formation, de… Pas du tout. Pas du tout. Donc, non, on a pris vraiment tout public. En fait, on a envoyé des appels à candidature au niveau des instances, donc régionales et départementales, pour nous remonter des propositions de noms. Après, les choix ont été faits, donc pas selon, enfin, il n'y avait pas de critères par rapport à l'âge, par rapport aux fonctions qui pouvaient être occupées déjà par les femmes. Par contre, après, au niveau de la Commission fédérale de féminisation, on a essayé de bien répartir au niveau des territoires pour qu'il puisse y avoir justement une bonne homogénéité au niveau national. Et Oui. après, ça a été validé par le BELFA. C'est plus un critère géographique qu'un critère Tout à fait. pour essayer de globaliser sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Sachant qu'on n'a pas eu non plus une explosion de candidatures. Ben, Donc, oui. on n'a pas laissé beaucoup de femmes, entre guillemets, sur le carreau. Et après, ces femmes-là ont quand même été accompagnées, alors pas en étant dans le club des 100, mais par rapport aux instituts régionaux de formation pour la mise en place justement des parcours de formation. Ok. Parce que je ne suis pas sûre que, par exemple, est-ce qu'au CNOSF, le club des 300 femmes dirigeantes, là, il n'y a pas des critères? C'est un appel à candidature qui a été lancé. Je n'ai pas vu de critères spécifiques non plus. Ouais. Ouais, je ne sais pas si on propose tout le monde. Hein. Enfin, bon, c'est mon avis, mais je ne sais pas. À voir. Très bien, merci Véronique. Merci pour toutes ces questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont levé la main. J'aurais encore une question. Est-ce que je peux Ah la voilà, poser? allez-y, je ne le vois pas, c'est pour ça, pas de problème, allez-y. Oui, je voudrais poser la question sur donc le projet a été monté et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur les financements du projet? Vers quelles instances vous êtes-vous tourné pour le financement de ces projets et qu'est-ce qui a été donné comme réponse, par exemple? Là, je ne peux pas vous dire du tout parce que j'étais au préalable par rapport à ce plan de féminisation. J'étais simple membre de commission. Donc, au niveau des budgets, c'est un budget qui est attribué par la Fédération française de football, donc le COMEX, pour une commission particulière. Et c'est un budget qui est utilisé en totalité sur toutes les actions. Alors, proportionnellement, combien ça a coûté, je ne peux pas vous le dire du tout. Et vers quel financement, non plus. Voilà. Merci. De rien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer la parole à Jean-David Bonnet, du coup, on reste donc toujours dans le domaine du sport et il va nous partager son immersion depuis près de 20 ans, et oui Jean-David, dans le mouvement olympique et sportif et donc du coup l'évolution de la mixité. Merci Catherine pour ce lancement et me rappeler, mais c'est la réalité, donc tu as complètement raison, que ça fait effectivement maintenant 30 ans que j'œuvre au service du mouvement olympique et sportif sur notre territoire. Bonjour. J'avais dit que 20, mais tu vois, c'est toi qui as dit 30. Non, tu vois, en plus c'est 20, c'est pas 30, donc non, c'est bien 20. C'est bien 20.
C'est l'émotion, c'est l'émotion. Quelques éléments, effectivement, avant de me retourner sur ces 20 dernières années, mais quelques éléments de contexte que je voulais vous partager. Une récente étude Recherche et Solidarité qui date de mai 2022 avec un certain nombre d'éléments qui repositionnent le bénévolat associatif français. Pour vous rappeler que seulement 20% des Français sont bénévoles en association. Ça ne regroupe pas l'ensemble du bénévolat, hein, mais on s'est recentré aujourd'hui sur le bénévolat autour du système associatif, pas uniquement sportif, mais associatif. Et sur ces 20%, seulement 18% des Français sont des femmes dans cet engagement bénévole. Le plus marquant pour moi, c'est le graphique qui est à droite. On constate qu'en 2019, 24% des Français étaient bénévoles dans une association à parité parfaite entre les hommes et les femmes, avec, pour y arriver, une progression de l'engagement bénévole des femmes et bien entendu, malheureusement, une diminution de l'engagement bénévole des hommes. Vous voyez les courbes, hein, pour qu'elles se rejoignent à 24%. Néanmoins, voilà, l'engagement bénévole des femmes en 2019 était équivalent aux hommes sur la totalité de la population française. Attention, on est bien sur du bénévolat au sens large et pas uniquement sur des bénévolats liés à la gouvernance. Voilà, il faut quand même relativiser aussi ces données. Ce qui m'inquiète, moi, en plus là-dessus, c'est que depuis 2019, les choses ont continué à s'accentuer, mais dans la décroissance, puisque vous constatez que globalement, aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 18% des femmes sur la population française qui s'engagent dans le bénévolat. Pour 22% des hommes. Donc, il y a une diminution freinée un petit peu chez les hommes et qui est importante chez les femmes. Donc, certainement dû à beaucoup de facteurs. Hein. J'ai malheureusement pas le temps et puis certainement pas les bons éléments pour l'analyser avec tout ce qui s'est passé sur notre société ces 2 dernières années. Mais néanmoins, voilà, le bénévolat féminin qui était à parité, je dirais, avec le bénévolat masculin en 2019, malheureusement, a chuté bien plus que le bénévolat masculin sur ces 3 dernières années. Voilà pour les éléments que je voulais vous partager sur cette première diapo. Vous donner quelques données plus régionales, là cette fois sur la pratique, parce qu'effectivement on est là sur le bénévolat et surtout sur le bénévolat d'engagement, mais quand même il est souvent lié dans le champ du sport à la pratique. Les éléments intéressants sur ces données-là pour nous, c'est que bon, sur l'échelle nationale, comme à l'échelle nationale, les femmes habitant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont moins nombreuses que les hommes à avoir une pratique sportive licenciée. Ça, je crois que c'est clair et ça se voit très très bien dans les données. Le pourcentage de femmes licenciées est plus faible qu'à l'échelon national. Donc, on est légèrement en dessous des chiffres nationaux que vous pouvez voir en bas du graphique. Et encore à l'intérieur de notre région, ce qu'on retrouve sur la carte de côté, il y a des disparités infrarégionales qui existent, puisque on constate que dans les départements où la pratique licenciée est la plus importante, notamment les départements du littoral, hein, il y a une pratique licenciée pour les femmes qui est plus faible que sur l'ensemble des autres territoires. Donc, malgré des chiffres qui sont moins importants sur la pratique féminine sur notre territoire, sur certains territoires s'en sortent mieux que d'autres. Là encore, je n'ai pas d'explication formelle à vous proposer, quelques pistes peut-être que l'on pourrait partager, mais pas de réelle cause ou explication. C'est un constat qu'il faut, je pense, partager aujourd'hui. Donc, on retrouve moins de 16% des femmes vivant dans notre région possèdent une licence pour pratiquer une activité aujourd'hui. Et à peu près 37% des licenciés de la région sont des femmes. Donc, vous voyez qu'on a encore des progrès à faire sur la pratique. Sur les éléments d'après, voilà là où je me suis j'ai commencé à me retourner, comme disait Catherine, à la fois sur les structures qui m'entourent et par la suite sur les 20 dernières années. Sur les présidents et présidentes de ligues et comités régionaux issus des fédérations sportives de notre territoire, aujourd'hui, sur les 84 présidents ou présidentes de ligues, seulement 11 présidentes sont à la tête des ligues régionales aujourd'hui, ce qui représente seulement 13% des ligues. Quand on les compare aux 114 fédérations au niveau national, on retrouve 19% de femmes pour 16% de ces fédérations. Donc, on voit qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les structures déconcentrées de nos fédérations, on est légèrement en dessous
des postes nationaux. On pourrait penser qu'il est plus difficile de devenir présidente de fédération que présidente de ligue, par exemple. On voit que dans notre région, ben, ce n'est pas forcément le cas, puisque le pourcentage des présidentes de fédération est plus important que des présidentes de ligue sur notre territoire. Est-ce que c'est parce que c'est plus facile ou moins facile? Ça, je vous laisserai témoigner, je ne le crois pas. Est-ce que c'est peut-être parce que certains nombres de fédérations ont pris la problématique à bras-le-corps depuis plus longtemps, ou est-ce que c'est les modifications statutaires qui l'imposent? Voilà, c'est tout un débat qu'on pourrait avoir et qui pourrait peut-être faire émerger un certain nombre de sujets. 7 structures olympiques dans notre territoire, un cross et Sigdos, une seule présidente de comité olympique. J'ai entendu parler tout à l'heure d'une dirigeante issue du comité départemental olympique du Var, donc je vais me permettre de la citer. Seule Lucienne Roch est présidente du comité départemental olympique du Var sur notre territoire, ce qui représente malheureusement que 14% des comités olympiques de notre territoire. Donc là aussi, au sein des structures du comité olympique, on a du travail à fournir pour féminiser, je dirais, la fonction de présidente. Mais sur la diapo juste après, on va s'apercevoir qu'il y a la fonction de présidente, mais il y a aussi la gouvernance de ces structures qui évoluent au fil du temps. Ce petit travail-là sur les 20 dernières années, puisque vous avez deux diagrammes des 20 derniers conseils d'administration et bureaux du Cross Provençal Côte d'Azur. Je n'ai pas eu le temps d'aller travailler au plus près des données des CDOS, mais au moins sur le Cross, donc depuis 2001. On constate une nette progression malgré tout du nombre de femmes au sein des conseils d'administration, surtout depuis l'Olympiade qui nous a séparés de 2013 à 2018, pour aboutir sur le conseil d'administration de 2018 du CROSS à 25% de femmes au conseil d'administration et pour en 2021 le dernier renouvellement de la gouvernance du CROSS Provençal Côte d'Azur à 36%. De nombre de femmes présentes au conseil d'administration. Ce n'est pas encore satisfaisant, mais au moins, on sent que depuis la dernière Olympiade, il y a une vraie évolution du nombre de femmes au sein de ces conseils d'administration. Si on regarde un peu plus finement sur les bureaux exécutifs, on sait qu'on a des conseils d'administration qui sont les vrais organes de gouvernance, mais nous avons dans nos structures des bureaux exécutifs qui sont, je dirais, encore plus proches et surtout qui contraignent les dirigeants bénévoles à beaucoup plus d'interventions quasi quotidiennes. L'évolution du nombre de femmes au sein de ces bureaux est plus importante au sein du CROSS ces 2 dernières années, puisqu'on constate en 2018 et en 2021 un infléchissement de la courbe pour une accélération vers l'augmentation qui nous amène à 62,5% de participation des femmes sur nos bureaux exécutifs. C'est-à-dire que l'augmentation du nombre de femmes faite au CA que je vous ai présenté tout à l'heure pour aboutir en 2021 à 36% de femmes au conseil d'administration, c'est surtout fait dans le bureau exécutif. Donc non seulement les femmes sont de plus en plus nombreuses, même si ce n'est pas encore suffisant pour atteindre la parité, mais quand même, leur intégration au sein des 2 organes de gouvernance du CROSS se fait sur l'organe le plus important, qui est le bureau exécutif. Donc cela permet malgré tout de dire, oui, il n'y a pas encore suffisamment de femmes dans la gouvernance, alors là pour le coup, du CROSS Provençal Côte d'Azur, mais on constate malgré tout que l'implication nouvelle sur des fonctions de dirigeantes au sein du CROSS se fait, je dirais, par la gouvernance l'organisme de gouvernance le plus haut, qui est le bureau exécutif, et notamment quand on regarde de plus près, sur des fonctions de vice-présidence, de secrétaire général ou de trésorier. Donc, l'évolution, je dirais, est en marche, si je me permets l'expression, et elle est surtout faite vraiment sur des fonctions qui comptent dans la gouvernance, ce qui, à mon avis, pour moi, est un marqueur d'évolution qu'il faudra mesurer au fur et à mesure dans l'évolution, et j'espère à l'approche des Jeux pour la prochaine Olympiade. Quelques mots, mais on l'a déjà abordé, puis je ne voudrais pas être trop long en question tout à l'heure, et Véronique l'a rappelé, une nouvelle loi sur le sport qui date de 2022, quelques évolutions qui vont s'imposer aux fédérations dans un premier temps et aux structures déconcentrées de ces fédérations, aux structures déconcentrées régionales en 2028, la parité totale pour les fédérations en 2024
et la parité totale pour les structures déconcentrées régionales, donc ligues et comités régionaux, en 2028. C'est déjà le cas au bureau exécutif du CNOSF, sans contrainte statutaire, sans contrainte réglementaire à aujourd'hui, mais c'est un choix de l'exécutif et c'est surtout l'un des credos de campagne de Brigitte Henriques quand elle a brigué la présidence du CNOSF. Proposition de candidate qui s'est transformée dans les faits, dans la réalité, puisqu'effectivement aujourd'hui, le bureau exécutif du CNOSF est à parité. Quelques éléments pour, malgré tout, un petit peu discuter tout ça. De l'aveu des trois, ce que je vous ai mis à droite, de l'aveu des trois députés LREM qui ont rapporté le texte à l'Assemblée, jusqu'à présent, et effectivement, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure en posant la question, malgré le caractère obligatoire, puisqu'effectivement, c'était déjà le cas, le non-respect des règles de parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives n'a donné lieu, malheureusement, ça c'est moi qui le rajoute, qu'à de simples rappels à l'ordre, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout de légiférer, ce n'est pas le tout de modifier les statuts. Faut-il encore effectivement que quand l'on ne respecte pas les statuts, quelqu'un nous rappelle éventuellement à l'ordre pour nous rappeler les bonnes règles. Diapo suivante, encore deux petits commentaires sur l'aménagement de ce texte de loi et éventuellement pour ouvrir le champ des possibles. Pour Emmanuelle Bonnet-Oulage, qui est l'une des présidentes de fédération, puisqu'elle est à la tête de la FSGT, la Fédération sportive et hygiénique du travail, qui est donc une fédération multisport, si le passage à 50% est une bonne première étape pour elle, donc pour elle, la parité est une bonne étape, mais c'est seulement une première étape. Elle rappelle que l'enjeu de la parité est indissociable de la question des mandats, parce qu'effectivement, le renouvellement de nos dirigeants bénévoles dans nos structures est parfois limité par des mandats qui sont effectivement très longs. Donc, pour elle, le fait à la fois de limiter et de limiter le nombre de mandats est quelque chose qui va permettre effectivement de renouveler la parité et de travailler sur cette question-là. Et enfin, les réflexions d'une chercheuse qui a conduit une thèse sur la féminisation, notamment dans le mouvement sportif, qui nous explique que malgré l'amélioration de la représentation des femmes, de nombreux dirigeants sont encore convaincus que le vivier des femmes n'existe pas, ou que la compétence et le mérite payent le tribut de cette nouvelle réglementation, souligne donc la chercheuse Annabelle Capret, auteure d'une thèse sur ce sujet. Si les fédérations ne parviennent pas à trouver la dizaine de dirigeants nécessaires parmi leurs milliers de licenciés, le problème est plutôt à chercher dans les rouages de l'organisation plutôt que dans l'auto-limitation des femmes, analyse-t-elle. Donc c'est un petit peu, je vous le propose un peu sous forme de provocateur, c'est-à-dire qu'effectivement, la parité, et je rejoins Emmanuelle Bonnet-Oulage, est un premier pas. On voit que malgré tout, sur un certain nombre de nos structures, cela permet de faire évoluer les choses. La limitation du nombre de mandats permet le renouvellement des dirigeants, à la fois du dirigeant d'un certain âge, donc de travailler sur l'intergénérationnel, mais aussi sur l'évolution de la féminisation. Et Madame Annabelle Capret va plus loin. Là, il faudrait peut-être aussi que nous réfléchissions à une nouvelle forme d'organisation, une nouvelle forme de pratique pour permettre complètement aux dirigeantes bénévoles de s'impliquer de plus en plus dans nos structures. Pour terminer, c'est pas hors propos, mais c'est pour faire un petit peu de pub à mes collègues de l'ONAPS. L'Observatoire national des activités sportives conduit une étude, non pas sur les dirigeants bénévoles, mais je reviens à mes premières données sur les pratiques les pratiques licenciées, afin d'identifier les freins à la pratique d'activités sportives à certains moments de transition de la vie d'une femme. C'est une enquête qui prend environ 5 minutes. Je vous ai mis le lien là et je suis sûr qu'à la fin du webinaire, Catherine vous enverra le PowerPoint, donc vous aurez le lien. Je vous l'ai mis parce que l'ONAPS fait un formidable travail et je crois personnellement que l'on ne peut pas dissocier l'implication des femmes sur les fonctions de dirigeants bénévoles de la pratique sportive féminine, parce qu'un dirigeant bénévole se crée des envies et de l'engagement, soit parce qu'il a des enfants alors dans nos clubs, parce qu'on va parler plutôt du mouvement sportif, soit parce qu'il a pratiqué lui-même et parce qu'elle a envie de rendre à son activité, à son sport, ce qu'elle lui a apporté. Donc les travaux, pour moi, travaillant sur la pratique d'activité sportive, permettent également de travailler indirectement sur l'implication des femmes en fonction de dirigeants bénévoles. J'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai respecté le timing. David. Merci beaucoup. On me dit dans mon oreillette qu'il y aurait des mains levées. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a J'espère avoir été suffisamment provocateur. Voilà.
Allez-y, pas de souci. Est-ce que votre micro est ouvert? Il y avait peut-être une question. Vous parlez pour moi? Ah, mais si vous avez la main, monsieur, pas de souci. Oui, vous pouvez poser votre question. Oui, j'avais une question, mais Jean-David Bonnet a en partie répondu en disant que vous alliez nous envoyer les diapos afin qu'on puisse approfondir l'enchaînement statistique depuis les 5, 6, même 10 dernières années jusqu'à maintenant. Ça me semble effectivement important. Le poids que représente la commission régionale et plutôt la fédération des membres, je suppose, de ces bureaux exécutifs ainsi que des licenciés, le nombre de licenciés, car je pense que l'un émane de l'autre, n'est-ce pas? Ce sont les licenciés qui élisent les bureaux exécutifs, c'est ça ou je me trompe? Alors, dans le cadre du comité olympique, ce sont les présidents de ligues et de comités régionaux, mais qui sont eux-mêmes issus des clubs. Donc, c'est effectivement quelque part l'émanation des licenciés, donc des pratiquants, tout à fait, mais de façon indirecte. C'est ça, il est peut-être important dans vos statistiques de mentionner l'évolution également de ces membres de base, j'allais dire, qui sont les femmes qui pratiquent et qui ont donc un impact sur la mentalité qui les entoure, leurs enfants, etc., et qui aident à atteindre cette égalité 50%. Hein. Bon, j'avais une question subsidiaire qui, à part les diapos et les informations précieuses que vous avez bien voulu afficher, ma question était, j'ai oublié ce que c'était. Comment procède-t-on à un projet à faire financer et comment fonctionne le financement de ces projets? Je donne un exemple. Moi, j'habite Pérols en Provence, qui est une commune de 5-10 000 habitants. Je dis ça parce qu'il y a Pérols et environ. Il y a un centre pas sportif véritable, mais il y a le fameux lac de Pérols qui est géré par le département et qui a des possibilités de consacrer sur ces installations des compétitions femmes, y compris handball, y compris sur le lac lui-même, y compris, je ne sais pas, il y a des questions de sécurité naturellement. Il faut qu'il y ait des cabines et tout ça. C'est des équipements complémentaires. C'est ça ce que j'appelle des projets, entre guillemets, dont il faut estimer la priorité et le montant, qui permet d'encourager effectivement les 10 000 habitants. Mais Pérols a l'air de jouer un rôle un peu plus qu'une simple commune. Ça devient de plus en plus un chef-lieu de canton, puisqu'on vient de débaptiser le Concorse pour l'appeler Concorse Sainte-Victoire. C'est pour attirer les gens à des activités, par exemple, parcours Vita en forêt. Il n'en existe pas. On est tous ramifiés au bord du lac et quelquefois c'est malsain. Donc il vaut mieux qu'il y ait ici une certaine gouvernance. Voilà, je voulais en arriver. Pourquoi pas gouvernance? Pourquoi pas décentraliser un petit peu ce phénomène qui est très important et son évolution est encourageante. Donc, représentativité, voilà, c'est en un mot le sens de ma question. Il y a matière à lister des actions et des zones pour sortir de Marseille ou des grandes agglomérations et entrer au cœur de la Provence et qui a un potentiel non négligeable, je crois. Il y a aussi le parcours du Grand Sambuc. Il y a la départementale 62 qui se termine par une impasse. On s'est demandé toujours pourquoi c'est une impasse
Il semble qu'il y ait un conflit à l'origine pour la D62 qui consistait à désenclaver précisément le littoral, la nationale 96, etc., vers le Var. Et il y a un petit bout de peut-être 5 km qui n'est pas fait pour que la D62 ne se termine pas par une impasse. C'est là le rôle de l'exploration et de la décentralisation et de la sensibilisation qu'il y a également des zones vierges ou des zones défavorisées alors qu'elles ont plein d'atouts pour le sport. Je vois que vous avez... Alors, Oui, vous pouvez revenir vers moi. De toute façon, monsieur, il n'y a pas de souci. On échangera nos coordonnées et puis on pourra en discuter un petit peu plus longuement. Voilà, de manière en aparté. Ça vaut la peine, ça vaut la peine parce que le sous-équipement est patent alors qu'il y a des équipements. Tout à fait. Vous aurez toutes mes coordonnées à la présentation de toute façon. Il n'y a aucun souci. Vous reviendrez vers moi et on déblayera tout ça. Avec plaisir, Catherine. D'accord. Merci beaucoup. C'est très gentil. On va enchaîner sur la présentation du coup de Caroline Poggi-Modé. Alors, il y avait deux autres questions. Ah, pardon, je ne vois pas les lever. Excusez-moi. On les prend maintenant ou on les prend après l'intervention de Caroline, comme tu veux. Comme tu veux, Monique. Moi, je ne vois pas les mains levées, donc je compte sur toi. C'est pour ça. Alors, il y a deux mains levées. Voilà. Et après, effectivement, on enchaîne sur l'intervention de Caroline. D'accord. On laisse les questions. Pas de souci. Merci. À vous. Je vais prendre la parole. Mireille Bigarré. Je suis élue au comité régional de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur de rugby. Je voulais revenir sur la loi, l'ancienne loi de 2014, où il nous a été donc expliqué ce que nous savions, qu'il y avait 40% de femmes, mais que en fait, il n'y avait pas d'obligation pertinente des fédérations pour appliquer les éléments contractuels. La deuxième loi, donc celle la novatrice du 2 mars 2022, a porté le quota de 40 à 50% de femmes. Et est-ce qu'il est prévu dans cette nouvelle loi sport que les fédérations s'alignent ou tentent de s'aligner dans un laps de temps relativement court à cette valeur de 50%? C'est ma question. En fait, à aujourd'hui, si vous voulez, le texte est assez clair. Aux prochaines élections qui vont élire les prochains présidents de fédération après l'Olympiade, donc après les Jeux de 2024, il y a l'obligation pour le législateur qu'il y ait 50% de femmes et 50% d'hommes. Le législateur ne prévoit pas la méthode, il impose 50% d'hommes, 50% de femmes. Merci pour votre réponse, Claire. Je crois qu'il y avait une petite question. Il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Catherine. Moi, c'était pour rebondir là, sur la question de Mireille. Là. Ok, mais ça, on a bien dit tout à l'heure que ça ne concernait que les fédérations, c'est ça? Et les ligues. 2024 fédérations. Là, on ne voit pas. 2024 fédérations, 2028 ligues. Pour l'instant, le législateur s'est arrêté effectivement à la fédération en 2024 et au niveau régional des structures déconcentrées des fédérations en 2028. C'est que ça descend aussi au niveau des comités et plus bas. Non, je pense qu'il peut y avoir une réaction volontariste des fédérations, hein, puisque le législateur prévoit un cadre réglementaire, mais c'est les fédés délégataires qui vont proposer des statuts. Hein, et je pense que certaines le font, enfin je suis certain déjà, que certaines le font déjà. Nous avons un représentant de l'athlétisme, je crois, notamment de la Ligue, et je sais qu'en athlé, ils ont énormément travaillé, notamment statutairement, dans la représentation féminine. Mais effectivement, le législateur, aujourd'hui, c'est arrêté, et c'est très clair, 2024 pour les fédés, 2028 pour les ligues régionales. J'espère effectivement comme vous que le mouvement sportif va s'en emparer pour essayer d'aller plus vite. Ah oui. Et on peut toutes et tous l'espérer, je pense. D'accord. D'accord. Alors, on va enchaîner effectivement sur l'intervention de Caroline Poggi-Modé et ensuite vous aurez tout le loisir, après une vidéo qui sera diffusée, de reposer des questions sur cette troisième aussi intervention. Caroline, c'est à vous. Merci, Monique.
Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais parler d'un autre sujet à mon niveau, puisqu'on m'a demandé d'intervenir pour faire un peu un parallèle avec l'économie sociale et solidaire, puisque donc je suis directrice générale d'une fondation qui intervient dans le champ de l'action sociale et médico-sociale sur le département des Alpes-Maritimes, principalement à Nice. Donc, pour planter un petit peu le décor rapidement, je n'ai pas fait de slide, hein, donc je vais vous livrer mon témoignage. Nous accompagnons des personnes qui sont en situation de précarité, qui sont à la rue. On a des familles, on a des enfants qui sont placés, on a des personnes vulnérables. Et nous avons des effectifs de 450 salariés, donc des professionnels essentiellement des équipes éducatives et sociales qui regroupent environ 40 métiers différents et qui vont accompagner ces publics. On a un budget d'environ 30 millions d'euros et nous gérons aussi un parc de logements de 480 appartements pour justement héberger ces publics précaires. Alors, donc moi, je suis la directrice générale de cette fondation. Vous dire déjà que j'occupe ce poste depuis 9 ans et que les grosses associations des Alpes-Maritimes qui dépassent 400-500 salariés, qui vont jusqu'à parfois 1000-1200 salariés pour les associations du champ du handicap, sont essentiellement dirigées par des hommes. Donc, on a encore une forte proportion d'hommes dirigeants, même dans le secteur associatif. Et dans le conseil d'administration de notre fondation, nous retrouvons effectivement des administrateurs essentiellement masculins et retraités. Donc, on a encore, au niveau de la gouvernance, beaucoup d'efforts à faire. Alors, nous, en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on a notre raison d'être, c'est de refuser la fatalité de l'exclusion, hein, c'est vraiment ce qui nous lie. On a un personnel qui est très féminisé. On a, moi, dans mes effectifs, sur les 450 salariés, j'ai à peu près 70% de femmes. Donc, ce sont des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des psychologues, des conseillers en insertion professionnelle. On rencontre encore beaucoup de difficultés à recruter. On a déjà du mal à recruter sur certains postes, hein, parce que nous avons des métiers. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, où il y a une crise d'attractivité. Ils n'ont pas forcément une bonne image, hein, ces métiers, parce qu'on s'occupe de publics difficiles. Ils ont des rémunérations qui sont assez faibles. On a par contre le sens de l'action. Hein. Vous savez qu'on a des jeunes qui sont attirés par l'engagement citoyen. Et on a aussi beaucoup de stéréotypes, hein, qui est de l'ordre de dire, quand on prend soin, c'est en général des métiers féminins. Hein. Donc, même si on essaye de lutter au quotidien contre ces stéréotypes, ils sont quand même très marqués, vous le voyez dans nos chiffres. Alors, l'évolution que je pourrais vous donner, qui est quand même significative, que moi j'ai donc vue au cours des 10 dernières années, c'est la proportion des femmes chez nos cadres. Donc, dans la fondation, on a 42 cadres, donc des directeurs, des chefs de service. Aujourd'hui, on en a 25 qui sont des femmes, donc ça fait à peu près 60%. Donc ça, c'est une vraie évolution positive. Et dans les 7 directeurs, il y a, moi qui suis directrice générale, et 3 femmes, donc on a presque la parité. Donc je vois qu'on fait peut-être mieux que dans le sport pour l'instant, mais c'est tout à fait récent. Et c'est quelque chose qui, même si on n'arrive pas encore dans nos équipes, qu'il faut souligner. Et donc cette surreprésentation de femmes, on est un petit peu inversé avec des entreprises qui sont dans l'informatique ou dans les métiers techniques. C'est pour nous un problème. Parce que ça ne reflète pas notre société. Nous, on a besoin d'avoir des équipes mixtes, des hommes, des femmes, des jeunes qui débutent, des personnes expérimentées, parce qu'on est vraiment convaincus que c'est la diversité des profils qui va amener de la richesse dans les pratiques et de l'intelligence collective, puisque au quotidien, on doit résoudre des situations complexes pour ces personnes qui sont très précarisées. Alors, on a essayé de mener plusieurs actions pour essayer d'inverser cette surreprésentation des femmes dans nos métiers. Donc, on s'est demandé comment on pouvait agir un peu à la source. Donc, on a contacté les principaux des collèges et on leur a dit, écoutez, nous, on est prêts à accueillir des jeunes garçons qui, en 3e, doivent faire un stage de découverte des métiers et pour qu'ils viennent découvrir les métiers du social.
Voilà, bon, ça commence timidement, on va dire, mais les jeunes collégiens ayant du mal à trouver des stages, on s'est dit que si on se manifestait, on aurait des curieux. Bon, quand ils arrivent, en général, ils nous disent non, 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 mais moi, je ne veux pas faire de social, je veux être footballeur ou je veux être, je travaille dans l'automobile ou être informaticien. Mais bon, malgré tout, on essaie de leur faire découvrir voilà, des métiers attractifs. On a également mis en place dans notre organisation du travail une formation à tout ce qui est intelligence collective, parce qu'on se rend compte que les femmes, malgré tout, même si elles sont en position d'encadrement, elles doutent beaucoup plus que les hommes. Donc, on a mis en place des processus de décision où on prend les décisions en cercle. Tout le monde s'écoute, quel que soit son grade. On peut favoriser comme ça l'expression des avis contraires et on permet comme ça de donner à des personnes qui n'osent pas, on leur donne la possibilité de prendre la parole et de prendre leur place. Parce que souvent, les femmes, il faut qu'elles prennent leur place et il faut un peu jouer des coudes. Donc, on a notamment décidé de représenter notre organigramme non plus en pyramide, mais en cercle, tous interdépendants, pour justement montrer combien l'intelligence collective participe justement à mieux fonctionner. Donc, tout ce dont je vous ai parlé, ce sont des enjeux forts qu'on a dans notre secteur. On est au début, donc je dirais que ce qu'on a réussi à faire, c'est au niveau de l'encadrement, parce que ce sont des métiers voilà, qui sont attractifs. Maintenant, il y a un gros travail à faire aussi dans l'imaginaire collectif, dans la représentation de ces métiers dans la société, et comment aussi à l'école, on donne envie à des jeunes de s'investir dans ces métiers, parce que l'école du travail social à Nice, ETIS, mais ça doit être pareil dans d'autres départements, a la même représentation de filles dans ces filières que nous. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement, je crois, il y a 80% de filles qui s'engagent dans les filières sociales. Merci Caroline. Merci. Est-ce qu'on enchaîne rapidement en tout cas sur la petite vidéo et puis après on laissera justement un grand temps de questions, un grand temps d'échange. Ok. Donc juste laissez-moi le temps d'arrêter le partage. Pour recommencer mon partage. N'hésitez pas à me dire si La personne avec laquelle vous allez vivre le plus longtemps, c'est ça se passe bien vous-même. ou pas. Il faut absolument que vous vous respectiez et que vous vous fassiez confiance. Qu'est-ce que tes fonctions de dirigeante t'apportent en tant que femme ? Ça m'apporte plein de bonnes choses en tant que femme et en tant qu'éducatrice au sein de mon club. Je suis tout à fait épanouie parce que je transmets mon savoir à des jeunes filles qui ont entre 15 et 18 ans. Moi, mon épanouissement, je le retrouve surtout dans cette fonction de direction, arriver à fédérer en fait, que ce soit aussi bien les salariés, les adhérents, les enfants, à un même projet du club, et c'est ce côté regroupement en fait et partage voilà, qui me plaît. Et quel est le regard des hommes quand ils te voient arriver au bord du terrain, se disant tiens, il y a une femme aujourd'hui qui va nous arbitrer? J'ai démarré il y a 26-27 ans en arrière, il n'y avait pratiquement pas de femmes dans ce milieu-là, donc oui, c'est difficile parce qu'on doit faire nos preuves en fait tout le temps. Et tu as eu déjà des retours de joueurs à la fin d'un match, à la réception, par rapport à ton arbitrage ou des remarques oui, voilà, ou féministes ou... C'est très rare. Ils reconnaissent en fait qu'on tient nos matchs de la même façon que les hommes, et ce qui est particulièrement apprécié, c'est l'approche en fait. C'est de faire de ma féminité une force. Ils sont désarmés quand vous leur faites part de vos émotions. Ils se disent mince, elle a osé nous dire ça et elle n'a pas honte. Mais non, j'ai pas honte. Mais non. Petit à petit, les parents changent de mentalité. Ils disent ah ouais, pourquoi ma fille fait du rugby, mais c'est un sport de garçon. Mais pas du tout, c'est un sport tout simplement. Il n'y a qu'avec cette mixité qu'on peut avancer et justement évoluer et faire grandir le sport en général. Je suis allée voir mon club, où je suis toujours actuellement, la gymnastique du Pays d'Aix, qui, je leur ai proposé en fait mon poste que j'ai maintenant. Voilà, j'ai créé mon poste, je leur ai proposé voilà, une double casquette dans l'entraînement et dans le côté gestion de l'association.
Et c'est comme ça que c'est parti, parce que ce poste n'existait pas. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être en accord avec vous-même, de vous respecter, ce qui vous permettra toujours d'assumer vos choix et d'aller jusqu'au bout de vos rêves sans jamais rien regretter. Faites changer les choses. Vous êtes les maîtresses de votre destin, les capitaines de vos âmes. Foncez, croyez en vous et créez surtout vos opportunités. Voilà pour la petite vidéo donc produite par le CROSS dans le cadre de nos travaux sur la féminisation. Monique, avant juste de passer aux questions, je vais repartager la présentation. Je vais faire… Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Évidemment, je n'ai pas arrêté mon… Voilà, pardon. Je voulais faire juste le lien avec Caroline parce que lors de nos échanges en préparation de ce webinaire, Caroline, si vous voulez bien évoquer juste un tournoi de foot, la petite histoire du tournoi de foot, vous voulez nous la raconter du coup? Et je repartage. Oui, oui, j'espère qu'on va le faire ce tournoi de foot parce que comme il fait très très chaud, on a des pressions, voilà. Alors oui, en fait, nous dans la fondation, comme je vous l'ai dit, on a des maisons d'enfants à caractère social. Et donc, on a des petits et des ados qui nous sont confiés parce que leur famille ne peut pas s'en occuper ou malheureusement, ils ont subi des maltraitances. Et donc, il a fallu les retirer à leurs parents. Donc, on a des foyers et on a une maison d'enfants à caractère social à la Trinité qui a la chance d'avoir bénéficié d'un équipement qui nous a été financé pour près de 80 000 € par l'association Children and Future, qui est une association qui organise la No Finish Line. Cette course où vous courez en équipe et à chaque kilomètre parcouru, vous donnez 1 euro voilà, à cette association qui donc a collecté une somme importante sur une course à Monaco et qui ensuite finance des projets pour des enfants pour en difficulté. Donc nous, on a eu la chance d'avoir un terrain de multisport qui a été financé sur cet internat. Et on organise souvent des olympiades, des tournois. Et c'est vrai que ce que je vous disais quand on a échangé, Madame Mazella, c'est le foot, c'est facile. C'est facile, tout le monde est partant, on prend un ballon, on y va. Dans l'imaginaire collectif, c'est aisé. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de difficultés à ce que les petites filles et les adolescentes participent. On doit faire le forcing, hein, on doit imposer, et on le fait d'ailleurs, des équipes mixtes. Il y a même des enseignants qui, pour faire que les filles soient acceptées dans les équipes de garçons, ils disent que chaque but marqué par une fille comptera 2 doubles pour favoriser justement l'acceptation des filles dans les équipes. Enfin, moi, je vous parle du vécu, hein, parce que je suis tout à fait d'accord sur tout ce que vous avez dit en termes d'évolution, mais le vécu, c'est quand même un déficit, on va dire, de modèles féminins dans le foot qui dépasse les représentations pour les petites filles et les adolescentes. Et donc, on redouble, si vous voulez, d'imagination pour alors imposer des équipes mixtes, faire en sorte qu'on a des éducatrices spécialisées qui sont dans les équipes et qui jouent, et faire en sorte aussi qu'on n'a pas des filles qui sont sur le banc à encourager, mais bien sur le terrain. Donc, on a un tournoi ce samedi où on a plein de petites équipes différentes. Donc, on a un partenariat avec Decathlon pour des prix. Voilà. Donc, on essaye vraiment de créer une dynamique. Pour nous, le sport, pour ces enfants-là, qui ont déjà un déficit, ils ont des troubles du comportement, hein, puisque malheureusement, ils ont été séparés de leur famille. Nous, notre travail, c'est un travail de transmission sur la citoyenneté. On travaille aussi beaucoup sur la place de la femme. Parce que dans l'imaginaire aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on voit la part des femmes dans nos équipes, c'est énorme. Je veux dire, ça veut dire que dans l'imaginaire, c'est comme dans l'éducation nationale, hein, transmettre, s'occuper des enfants, ça reste encore le rôle de la femme. Donc, on essaye vraiment de changer les représentations de ces enfants par le jeu, par le sport,
Et c'est vrai que quand on leur a dit quel tournoi de sport on fait, c'est le foot. Hein. C'est vraiment le foot qui revient à chaque fois. Donc, on espère que cette activité va leur permettre peut-être pour des petites filles et des jeunes filles, des adolescents, de découvrir le foot et d'avoir envie peut-être d'en faire son sport. En tout cas, nous, on est vraiment très intéressés par toutes les approches pédagogiques qui nous permettent de mettre le sport au centre et qui est un prétexte pour aborder la citoyenneté, la mixité, la place de la femme au niveau de ce public-là pour lequel on a un rôle éducatif très important. Merci beaucoup en tout cas de ce partage et on voit bien que le sport est un vecteur d'insertion, d'émancipation aussi, donc ça faisait bien le lien avec tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Monique, est-ce qu'il y a des mains levées? Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment où on peut poser des questions et ou si dans le chat. Oui, alors il y a une main levée. On va prendre la première, voilà, que je vois, effectivement. À vous. Avec votre micro qui a l'air coupé. C'est à moi ou quoi? Ça fait longtemps que j'ai levé la main. Je ne sais pas. Ozemp Orchestra. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y, pas de souci. Allez-y, voilà, donc je suis la présidente d'une association qui existe depuis 2008, Orchestre symphonique européen Musica e Pace, ozemp-orchestra.com si vous voulez aller y voir, surtout pas peu sur portable parce que c'est pas encore bien en place au niveau mécénat web. Je suis la présidente de l'association, mais je suis aussi chef d'orchestre. J'ai quitté l'Éducation nationale pour ce projet. Notre siège social est maintenant à Nice avec des sièges sociaux secondaires, un dans les Landes et un en Italie. Je connais bien la Fondation ACT, je dois le dire, parce que quand je suis rentrée en France après 6 ans de travail en Italie, je me suis retrouvée comme femme chef d'orchestre, SDF. SDF et j'ai enfin réussi, vous voyez derrière moi, à rapatrier mes biens d'Italie. C'est ça, la femme chef d'orchestre aujourd'hui, quand on parle d'égalité homme-femme. Donc, il y a vraiment, je dis toujours, on est au Moyen-Âge avec nous, c'est-à-dire qu'on est à 1% de programmation, et ça, c'est vraiment ma spécialité. Ce sont les compositrices, les femmes compositrices, des milliers d'œuvres dans les cartons des bibliothèques, et là, je peux le dire maintenant, parce que c'est mon travail de tous les jours. J'ai fait 3 lettres de dictionnaire prévues, enfin 3 lettres, j'ai fait ABC, et puis pour me donner du courage, j'ai fait X, Y, Z. Il reste encore pas mal à faire, mais si vous prenez la lettre B, vous avez quand même 700 compositrices. Alors, je vais vous demander si vous en connaissez, je ne pense pas beaucoup. Et sur ces 700 compositrices, bon, il y en a qui ont écrit des petites chansonnettes, c'est pas forcément intéressant pour nous en tant qu'orchestre. Mais il y en a qui ont des gros catalogues avec 10 symphonies, 3 opéras, etc. Donc, quand, moi je pose la question quand, où, là j'exagère un petit peu, on est à Nice, on est maison des associations La Luna, mais on n'a toujours pas de site pour le travail et de financement surtout, parce que c'est ça qu'on demande. Un financement. Alors après, si je rejoins le sport, parce que je me suis demandé si je me trompais de réunion là. Quand on rejoint le sport, on en a un beau projet, France-Espagne, côté Saint-Jean-Pied-de-Port, côté Landes, où nous avons notre siège social secondaire, pour l'action de construction d'un centre pour personnes en situation de handicap et les aidants. Ce terrain, on l'a depuis 2008. Il attend que nous puissions mener cette action avec tous les marcheurs qui voudront bien nous rejoindre. Donc là, c'est le sport. J'aime la marche. Je ne suis pas une grande sportive, mais j'aime la marche. Voilà, là, je vous ai parlé de moi, un peu de mon parcours, mais je suis chef d'orchestre. Et j'aimerais bien pouvoir mener mon métier et qu'on n'appelle pas ça du bénévolat.
Merci pour votre témoignage. Je regarde s'il y a d'autres mains levées. Alors, j'essaye de voir. Oui, nous avons une main levée. Bonjour. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente tout d'abord. Je suis Marie-Pierre Aiglan, secrétaire générale de la Ligue Sud de rugby, candidate au club des 300. On verra ce que ça donne. Donc moi, je voudrais vraiment intervenir en termes d'égalité homme-femme. Je préfère le terme de complémentarité parce que j'estime que nous sommes suffisamment différents pour ne pas être égaux, mais par contre complémentaires, ça, j'en suis certaine. Je voudrais rebondir sur la loi sur la parité, que je trouve très très bien. C'est un excellent début pour démarrer, espérons, dans le futur, une véritable équité dans les réunions. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu de la discrimination inversée. Je pense qu'on est obligé d'en passer par là, j'en suis entièrement consciente. Mais à terme, ça serait bien que les femmes se proposent d'elles-mêmes. Et en ça, les formations qu'on va leur apporter pour leur développement personnel, pour leur confiance en soi, etc., vont faire que nous aurons, j'en suis convaincue, que nous aurons davantage de dames qui prendront l'initiative elles-mêmes de s'imposer et de se présenter et de s'imposer. Le monde du rugby, je vous apprends rien, c'est extrêmement machiste. Moi, ça fait 18 ans maintenant que j'y suis. Au tout début, on m'appelait la petite dame, ce que j'avais du mal un petit peu à apprécier. Il y en a encore, hein, je vois Jean-David qui hoche la tête, mais il y en a encore, je te rassure. Nous avons de vieux dinosaures qui ont beaucoup, beaucoup de mal à accepter les dames au sein du rugby. Mais il y a une certaine progression assortie d'un combat quotidien. Et c'est vraiment, vraiment un gros combat que d'être femme au sein du rugby et notamment dans des instances dirigeantes. Voilà, en tout cas, je voudrais vous remercier vraiment très sincèrement de ce webinaire parce que c'est hyper important pour la condition féminine et masculine, les deux. Encore une fois, je parle de complémentarité. Voilà, je vous remercie. Nous avons une autre main levée. Marie-Noël. Moi, je suis sur le téléphone, je vous vois toute petite. J'ai arrêté le partage du coup, Monique, si tu veux. Comme ça, je regarde aussi un petit peu les mains. Et, oui, volontiers. Le partage pour la fin. Volontiers, merci à toi, Catherine. Merci. Donc, Marie-Angèle. Oui, merci de me donner la parole. Alors vraiment, oui, je suis très heureuse de pouvoir participer à ce webinaire. C'est extrêmement intéressant. Voilà, moi, je me posais deux questions. Donc, depuis 2014, on sait que 40% des femmes devaient faire partie des instances dirigeantes. Bon, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, ma question, c'est est-ce qu'en 2022, il y aura, avec la loi, des contraintes? C'est ma question. Je fais partie d'une fédération où il fait bon vivre en tant que femme. Néanmoins, j'ai quand même 3 demandes. Alors, je ne sais pas si vous pourrez m'adresser à quelqu'un ou les satisfaire. D'abord, entre nous, nous sommes convaincus que la place des femmes, hommes, femmes, complémentarité, ça va de soi, il faut. Est-ce qu'on peut trouver un petit document avec 10 bonnes raisons pour lesquelles il faut la parité entre hommes et femmes? Parce que ça va de soi entre nous, mais il y a des hommes qui vous disent « mais non, et pourquoi ?» etc. Donc, 10 bonnes raisons, puisque le ministère, alors ça existe peut-être, mais puisqu'on avance sur cette loi de 2022, pourquoi faut-il la parité homme-femme? Première demande. Deuxième demande, pourquoi la loi avec des mesures coercitives? Éventuellement. Pourquoi? 10 bonnes raisons. Et enfin, comment modifier les statuts? Quelles sont les mesures à prendre au niveau statutaire? Parce que c'est là que se joue quand même le problème, pour qu'il y ait une garantie, effectivement, de mixité et que ce soit garanti par les textes. Alors, je ne sais pas si au niveau du CNOSF,
avec la venue d'une nouvelle présidente, est-ce que leur statut prévoit des mesures pour garantir la parité? Je ne sais pas, peut-être que vous savez, peut-être que quelqu'un sait. Mais voici mes 3 grandes questions que je pose dans ce webinaire. Alors peut-être qu'au niveau de la région, du CNOSF, peut-être que quelqu'un peut répondre, peut-être que ça existe déjà. Mais en tout cas, ça serait intéressant d'avoir ce genre d'outils. Merci. Moi, je veux bien essayer de répondre à une partie, du moins à celle que je connais, je ne veux pas inventer de réponse. En ce qui concerne le CNOSF et les structures déconcentrées CROSS-EGDOS, il est prévu depuis 2017 dans nos statuts, non pas une parité, on n'est pas encore à la parité, néanmoins, il est prévu une obligation dans les candidatures, enfin plutôt dans les membres du conseil d'administration et du bureau exécutif, un nombre de femmes obligatoire au sein de nos instances dirigeantes. Ça, c'est effectivement inscrit aujourd'hui à la fois dans les statuts du CNOSF et des CROSS et des GDOS depuis 2017. C'est une décision de la gouvernance précédente du CNOSF. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, la gouvernance du CNOSF est à parité totale. C'est une volonté de la nouvelle présidente élue. Ce n'est pas une obligation statutaire. Ça fait partie de son projet d'avoir une parité totale sur l'instance de gouvernance. Pour ce qui est de l'évolution des statuts de manière générale, en fait, le législateur, quand il positionne on va dire la parité, les 50% obligatoires d'hommes-femmes dans les fédérations en 2024 et dans les structures régionales en 2028, il va lui obliger, dans le cadre de la délégation de mission de service public qui est confiée aux fédérations délégataires, l'obligation de modifier ses statuts pour se conformer à la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des fédérations délégataires de cette mission de service public pour la mise en place du rugby, du football et des autres activités, les fédérations respectent un cahier des charges pour obtenir cette délégation. Et dans le cahier des charges, il y a des statuts qui sont conformes à la loi. Ce qui veut dire que dans l'obtention de la prochaine délégation auprès des fédérations délégataires, l'évolution statutaire sera obligatoire. Pour les autres structures, clubs, comités départementaux ou autres, comme le soulignait tout à l'heure Madame Lallemand, je crois, du Var, si ma mémoire est bonne, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas inscrit dans la loi. Donc, la modification statutaire d'un club ou d'un comité départemental, alors le comité départemental, c'est un peu à part, mais on va dire d'un club, cela dépend de la gouvernance du club. Les statuts ne sont pas forcément imposés par les fédérations. Ils peuvent les modifier de par leur propre chef. Donc là, il y a je dirais un travail des dirigeants bénévoles de chaque club pour effectivement se saisir de ces préoccupations-là et de faire évoluer leur statut pour qu'il y ait une obligation de féminisation des dirigeants bénévoles. Quant à votre première proposition, parce que j'ai plutôt pris ça pour une proposition qu'une question, les 10 bonnes raisons, alors moi je suis incapable de vous citer les 10 bonnes raisons, convaincu qu'il doit y en avoir bien plus que 10, mais en tout cas, moi je note ça comme une proposition très intéressante, effectivement de réfléchir au-delà. Vous voyez, on a déjà commencé à créer les supports et les outils. La petite vidéo qui vous a été présentée est un outil de promotion et de féminisation qui d'ailleurs est accessible à toutes et à tous. Hein. Elle est en lien sur la chaîne YouTube du CROSS. Vous pouvez toutes et tous vous en servir à loisir si vous la trouvez pertinente dans les différents supports dont vous avez besoin. Elle a été réalisée par le CROSS, mais elle est bien entendu utilisable par toutes et tous. Mais comme cette proposition-là de réflexion autour des 10 bonnes raisons de la féminisation des instances dirigeantes, moi je souscris à cette proposition plutôt qu'à cette question. Je suis incapable de répondre à cette question. Par contre, je trouve que la création de ces 10 bonnes raisons, 10, 12, 15, 20, plus si on en trouve, c'est quelque chose qui peut être utile à nous tous pour faire changer les mentalités et faire évoluer nos structures associatives. Merci. Merci Jean-David pour ces éléments de réponse et c'est bien noté pour la proposition. J'ai bien compris le message. Marie-Pierre, tu avais levé la main également. Et après, il y aura Cathy. Pardon, j'essaie de retrouver mon icône sur le micro. Oui, moi j'avais une question. Alors,
Aussi, une petite précision, on a parlé de complémentarité. La parité, elle sera atteinte au JO 2024 à Paris. Pour la première fois, il y a autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes. Alors, quand je disais en préambule que le mouvement sportif était un élément moteur, c'est un des exemples qui le prouve. Et j'espère que ça sera inspirant pour plein de choses. Ma question concerne Caroline. Suite à la vidéo qu'on a vue, qui était sur la féminité dans l'émission, dans les fonctions, et évoquée comme une force, est-ce que cette notion elle a fait écho dans votre parcours, dans le cadre de votre poste et de vos fonctions aujourd'hui? Alors, écoutez, non, je parlerai pas de force, mais je parlerai, voilà, ni de force ni de faiblesse. J'ai bien écouté, hein, c'est intéressant de voir ces femmes, comment elles se situent. Moi, en fait, je suis très attachée à la notion d'effort, en fait. Moi, dans mon parcours professionnel, en fait, je me suis présentée pour évoluer à des recrutements. J'ai passé voilà, différentes étapes pour progresser. En fait, moi, j'ai le sentiment d'avoir fourni du travail, d'avoir dû démontrer mes compétences et d'avoir été choisie comme directrice, puis directrice générale aujourd'hui. Donc, en fait, je reprends ce qui a été dit d'ailleurs. Une personne a dit, j'ai dû faire mes preuves. Tout à fait. Mais j'ai envie de dire, comme n'importe quel homme ou n'importe quelle femme qui veut gravir des échelons. Et en fait, comme on est dans la thématique du sport, j'aime bien mettre ça aussi en regard du sportif hein, qui, pour gagner en performance, va s'entraîner, progresser. Moi, j'ai ce sentiment d'avoir un parcours voilà, qui est allé en prenant des responsabilités parce que je l'ai voulu, mais je n'ai pas eu forcément de cadeau parce que j'étais une femme ou d'embûches. J'ai dû faire mes preuves. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de force au niveau de la féminité. Je pense même qu'il faut qu'on soit vigilante, les femmes, et d'ailleurs les hommes aussi, c'est pareil, hein, à ne pas être dans la séduction, de rester extrêmement professionnels. Et je pense aussi que les femmes qui ont un poste à responsabilité n'ont pas à faire preuve particulièrement d'autoritarisme pour gagner en crédibilité. Donc, je rejoins tout à fait la conclusion qui est alors d'abord de rester soi-même. Hein. Je crois que la sincérité, de toute façon, ça se sent. Et ensuite, d'être à l'écoute et aussi d'être extrêmement exigeant avec soi-même et avec les autres. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question, mais c'est ce que m'évoquait en tout cas cette notion de force, en quoi votre féminité a été une force ou pas. Vous avez complètement répondu à ma question, je vous remercie, je partage complètement votre analyse. Merci beaucoup. Cathy, c'est à vous. Oui, alors ce webinaire est super intéressant, on apprend plein, vraiment très enrichissant. Donc moi, je suis Cathy Dardon, vice-présidente du district du Var et membre du club des 100 femmes dirigeantes. Donc comme l'a présenté Véronique Lenné, donc j'ai été choisie, j'ai eu la chance d'être choisie pour intégrer ce programme de formation. Et vraiment, donc aussi bien pour tous les modules, mais celui qui a été pour moi le plus enrichissant, c'est celui du coaching personnel. Enfin, moi, j'appelle du coaching personnel parce que je n'étais pas vraiment programmée pour assumer des fonctions. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi et de pouvoir aller dans les clubs à la rencontre des femmes et des hommes, évidemment. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que les freins pour la féminisation, pour moi, c'est plus les femmes qui se mettent des freins que les hommes. Il y a quand même si c'est un sport, le football est un peu macho, mais pas tant que ça, parce que finalement, le principal problème, c'est les femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas, qui pensent qu'elles n'ont pas le temps, qui se mettent en dernier. Elles passent forcément après leurs enfants, après leur mari. Et quand on fait le tour des clubs, on se rend compte qu'elles sont tout le temps là, elles font toutes les fonctions.
mais elles ont du mal à s'engager. Donc nous, et ce que j'ai appris grâce à la fédération et au programme aussi qu'a lancé la Fédé avec le programme éducatif et toutes les formations qui sont à disposition et en plus gratuites pour les dirigeantes. Donc ça a permis de... Moi, j'ai pu recenser plusieurs femmes donc, et donc des profils intéressants qui étaient déjà investis, mais je les ai un petit peu aidés, je pense en tout cas, à prendre des responsabilités au niveau de leur club. Et c'est des femmes qui, je vois maintenant, qui sont dans les clubs, dans les instances. Alors, au niveau des présidentes, on n'en a qu'une dizaine, mais quand j'avais fait une étude sur toutes les femmes qui sont dans les clubs, et on a une grande majorité de femmes qui sont en fonction secrétaire, trésorière, logistique, et qui finalement, elles ne sont pas qu'à la buvette. Et finalement, c'est elles qui font tourner la baraque. Et on a réussi également à créer des vocations en tant qu'arbitre et plus. Et donc là, vraiment, j'engage tout le monde à prendre le temps. C'est le message que je veux faire passer. Si on veut que les femmes, elles s'investissent, il faut prendre le temps d'être à leur écoute, essayer de créer une équipe et motiver les personnes pour les écouter, les aider et bien savoir, c'est pas parce qu'une femme est comptable qu'elle va faire une trésorière, elle peut très bien avoir envie de faire autre chose. Donc il faut essayer justement, ça peut leur permettre d'être dans une association. Parce que pour beaucoup, ben, elles voient rien d'autre à part leur famille, qui est évidemment la plus belle chose au monde, mais elles ne sortent pas de chez elles ou de leur travail. C'est le moyen de se créer du lien social. Un club, c'est un lieu de vie où il y a plein de moments à partager qui sont magnifiques et il y en a beaucoup qui recherchent ça, aussi bien les hommes que les femmes. Donc, mon rôle, c'est un peu d'essayer de trouver d'autres personnes pour faire la même chose que ce que je fais moi au niveau de mon district et des instances. Parce que je ne vous cache pas qu'au début que j'étais le comité directeur, mon écoute était assez faible. J'avais pas, on était deux femmes au comité directeur, c'est compliqué de se faire écouter, surtout quand vous n'avez pas un passé de footballeur, donc une footballeuse. Et maintenant, j'ai vu que l'oreille avait changé et quand je parle, bon, l'expérience aidant et puis la confiance en moi ayant été développée, j'arrive à faire passer des messages importants et c'est grâce à ça que je pense qu'on va qu'on va arriver à avoir une augmentation du nombre de femmes qui s'engagent. J'espère que j'étais claire. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que... Il y a Mariama qui a levé la main également. Oui. Donc, si Mariama veut prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour. Alors moi, je suis coordinatrice, je m'appelle Mariama, donc je suis coordinatrice administrative et financière pour un dispositif d'insertion qui fait partie de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Et en fait, moi, je voulais juste apporter une précision, enfin un peu un témoignage. Déjà, en vous disant merci pour ce webinaire qui est très, très enrichissant. Le domaine du sport n'est pas forcément un domaine de prédilection pour moi, mais ça m'a permis quand même d'enrichir mes connaissances et de comprendre qu'effectivement, et comme je m'en doutais, hein, c'est hyper compliqué de casser les codes et ça se confirme. Avant d'accéder à ce poste, moi, j'ai fait un master en économie sociale et solidaire, gestion de projet. J'ai repris mes études à l'âge de 38 ans et 3 enfants. Appelez-moi suicidaire. Mais j'ai fait ça. J'ai repris mes études à 38 ans, à 3 enfants. Et j'ai fait mon mémoire sur l'entrepreneuriat social au féminin dans les quartiers politiques de la ville. Et en faisant mes recherches, que ce soit au niveau des recherches de littérature et en faisant les enquêtes, en fait, je me suis rendu compte que dans ces quartiers prioritaires, effectivement, les femmes étaient hyper isolées, qu'elles n'avaient pas conscience
de leur richesse, de leurs compétences, de ce qu'elles pouvaient apporter, qu'elles se limitaient énormément. Clairement, on est sur du syndrome de l'imposteur. Je ne vais pas dire le contraire, parce que moi aussi, des fois, je le porte un petit peu, ce syndrome-là. J'y arrive pas à m'en détacher. Mais effectivement, dans ces quartiers-là, c'est très compliqué pour ces femmes-là de pouvoir vraiment s'imaginer accéder ne serait-ce qu'à des postes un peu plus valorisants que ce qu'elles peuvent occuper, même s'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de poste en dessous, etc. Mais de se dire, est-ce que même pour les dirigeants d'associations de quartier, ou je peux dire n'importe quoi, elles ont du mal en fait à se projeter, à se dire qu'elles peuvent accéder à des responsabilités, qu'elles peuvent voilà, évoluer, et que rien que la gestion, on va dire, de leur quotidien, c'est quand même une force pour elles. Donc, moi, ma question, et ce que je m'interroge aussi, c'est comment, en fait, on peut… Il y a des dispositifs qui existent, hein, il y a plein de choses qui existent. Moi, je suis à Marseille, il y a plein de choses qui se font. Je fais partie de la Fondation Auteuil. On a également, nous, dans notre pôle insertion, on a un dispositif qui s'appelle l'ouvre-boîte, qui permet à des femmes d'entreprendre également. On a des partenaires, etc. Mais je me dis, en fait, il y a un vivier à aller chercher. Et je m'interroge de comment, on va dire, cette commission, on va dire, égalité hommes-femmes qui est au niveau de la CRES, comment on peut s'emparer de ces sujets-là et de se dire dans tous les domaines, et encore plus dans le domaine sportif, parce que comme on le dit, hein, on a des femmes qui suivent leurs enfants, qui participent à des activités sportives, mais qui savent pas qu'elles peuvent également intégrer, on va dire, ces clubs, intégrer ces associations sportives pour avoir leur voix, porter des compétences, porter des connaissances. Donc voilà, moi, je m'interroge un petit peu sur ça en me demandant comment on pourrait effectivement favoriser encore plus la féminisation des postes, encore plus favoriser, on va dire, l'émergence, le changement de mentalité, l'émergence de ces femmes sur des postes à responsabilité, etc. Voilà. Je m'interrogeais un petit peu. C'est, on va dire, des questions et des interrogations. Voilà. Merci Mariama, qui veut prendre la parole pour un élément de réponse? On a 4 personnes qui ont levé la main, donc on va essayer dans les 5-6 minutes qui viennent, pour respecter le timing de tous, de prendre vos questions de manière la plus succincte possible, vos interventions de manière la plus succincte pour que les 4 puissent s'exprimer dans nos temps. Merci. D'accord. Donc, tu souhaites quand même qu'on réponde aux questions de manière succincte, c'est ça, Monique, que tu viens de dire en fait? Ok. Alors, une réponse succincte, s'il vous plaît. Moi, c'est juste pour avoir, si Madame le veut bien, Madame Mariama Amadi, puisque j'ai déjà contacté la Fondation d'Auteuil, hein, et j'aimerais avoir un contact avec elle pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça m'intéresse. Donc, je vous donne l'adresse mail, mon téléphone aussi, hein, si vous voulez. Mettez-la dans le chat. Mettez-la dans le chat. Alors, attendez, parce que là, je ne suis pas très pratique là, de ce côté-là. Moi, je ne vois pas où on peut le mettre, là, le chat, justement, aussi. C'est pareil, je me posais la question, parce que je n'avais pas vu l'impression qu'il y avait le chat. Parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser Google Meet. Après, il y en a d'autres qui utilisent Teams, il y en a d'autres qui utilisent Zoom. Et puis… Pas de souci. Je note vos noms, on vous mettra en relation. Du coup, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Merci. Hein. Alors, moi, il n'y a pas de problème. Après, on a… vous êtes sur quelle région, excusez-moi? Moi, je suis sur Nice, mais on a des antennes à Marseille. Hein, Ah, d'accord, ok. Voilà. Bon. Très nouvelle, d'ailleurs. Hein. D'accord. Bah, écoutez, pas de souci pour qu'on puisse en échanger. Il n'y a aucun problème. Voilà, parce que on a les produits de nos partenaires d'entreprise et on cherche justement à développer cette partie. Et je pense que vous êtes la bonne personne. Très bien, je vous remercie. C'est top. Si on peut en créer des interactions. Ok. C'est merveilleux. Pas de souci. Merci. Si vous me permettez, je vais passer la parole, comme l'a indiqué Monique, à Delphine Thariot. Oui, bonjour, Delphine Thariot. Donc moi, je suis coach professionnelle, alors pas coach sportive, hein, mais coach professionnel. Et je co-dirige un cabinet spécialisé dans l'accompagnement managérial. Et on intervient principalement dans l'ESS et dans l'habitat social. Et on a beaucoup de nos clients qui ont du mal à développer la féminisation dans leur gouvernance. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré tout ce qui s'est dit là pour pouvoir accompagner nos clients dans ce sens-là. Et je voulais aussi, en fait, j'ai été très touchée par tout ce qui s'est dit et ça m'a donné envie de vous dire, nous, évidemment,
On développe beaucoup l'intelligence collective, tout ce qui est prise de décision, là qui était évoqué par Caroline notamment. La confiance en soi, c'est vraiment les sujets, c'est vraiment nos sujets de prédilection. Du coup, voilà, moi je suis vraiment ouverte s'il y a besoin de coaching solidaire. Je suis ouverte pour pouvoir œuvrer dans ce sens et aider, donner un coup de main. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou, vous dire que je suis Delphine Thariot et s'il y a une mise en relation derrière qui est faite, je suis partante pour aider dans ce sens-là. Merci Delphine. On a pris en compte votre proposition, c'est super. Alors Marie-Pierre, tu avais la main levée, mais je crois que tu ne l'as pas baissée. Donc du coup, je passe le tour. C'est ça? Ou tu voulais dire quelque chose? Tu peux la baisser Ok, si on... alors du coup, Madame la chef d'orchestre, je ne me rappelle pas de votre nom. Vous aviez levé la main, mais du coup, vous avez interagi, donc c'est OK. J'ai parlé de l'association, je m'appelle Josette Hibert. C'est pas fait. Christine, du coup, tu avais levé la main? L'allemand? Christine? Mets ton micro. Christine, ton ouais, micro. mets ton micro. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le micro. J'en profite pour demander si c'était possible, outre la présentation, d'avoir le listing des personnes qui ont participé à ce webinaire, afin de justement pouvoir échanger entre nous sur ces sujets, si on trouve des affinités, effectivement, ou des réponses, ou des trucs qu'on pourrait partager avec d'autres personnes qui ont assisté à ce webinaire. Ça serait pas mal, ça, d'avoir le listing des personnes qui ont participé. Alors, je vais peut-être laisser Sophie Reynaud nous répondre, parce qu'elle est connectée avec nous. Sophie? Je pense qu'elle est connectée, mais elle doit être sur une autre réunion, Monique. Oui, c'est possible. Oui, alors moi, juste, je sais pas. Collègue de Sophie. On note votre question. Oui, après, en termes de interroger. RGPD, on verra, Voilà. pas de souci. Super. OK. Est-ce que, Monique, ça ne serait pas le temps de conclure? Je refais un petit partage d'écran. Oui, je pense. Et on passe aux dernières diapositives. Super. Tout à fait, tout à fait. Allez, attendez, hop, là. OK, c'est parti. Voilà. Donc, effectivement, nous arrivons au terme de ce webinaire qui a été extrêmement riche. Je tenais à remercier l'ensemble des intervenants, l'ensemble aussi de nos deux animatrices, sur ce regard sur la place des femmes dans le monde du sport, mais on a vu que nous allions également au-delà que celui du monde du sport. Je crois que le débat qui s'est un petit peu amorcé sur la question de la complémentarité nécessiterait un débat et un webinaire, un échange à lui tout seul. Parce que la complémentarité peut justement continuer à développer les stéréotypes. Et donc, il faut que nous soyons vigilantes et vigilants tous ensemble. Et également, j'ai entendu dans un des témoignages des choses très particulières que je crois qu'on peut reprendre aussi en conclusion sur le webinaire, où il nous est dit que nous sommes les capitaines de nos actes et qu'il faut foncer et croire en nous. Et je crois que c'est ce message-là que nous devons passer de manière régulière. Et tous les accompagnements, tous les messages de coach que vous avez passés au cours de ce webinaire vont également dans ce sens. Donc, je tenais à vous en remercier au nom de la Chambre régionale et au nom effectivement de tous les membres et de tous les participants de cette commission égalité femmes-hommes. Catherine? Merci. Bah voilà, juste quelques petites diapos. Donc, le site de la CRES où vous pouvez aller naviguer et vous y trouverez pas mal d'informations. Le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le consulter à nouveau sur, à mon avis, la chaîne YouTube de la CRES, mais également du CROSS, que nous allons mettre en ligne très rapidement dès que j'aurai récupéré le fichier source. De contact à la CRES, donc M. David Ekiel, qui n'était pas parmi nous aujourd'hui, mais qui en est le directeur ici, et moi-même pour le CROSS. De toute façon, la présentation vous sera envoyée très prochainement.
Et nous vous remercions très sincèrement également, la CRES aussi, nous avoir permis à cette commission de pouvoir nous exprimer et trouver de la collaboration et de l'interaction et surtout des passerelles. Donc, merci à tous et passez une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci Au revoir. de nous inclure parmi les sportifs. Merci. Mais oui. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir Au revoir. et merci.